Ce dimanche en F1, comme chaque dimanche en F1, il y a de l'action, du drame, des dépassements, et à la fin, c'est Verstappen qui gagne. Le premier week-end des soldes également commence avec des exclusivités à la FIA, une pénalité achetée, la deuxième offerte. Ferrari fait presque exprès de pas passer en Q3 pour rappeler à tous à quel point la règle du composé de pneus imposé au départ c'est une aberration. Fernando Alonso rappelle à tous la définition du verbe Fernando Alonsoiser. Et dans un week-end difficile pour Mercedes, Bottas sauve l'honneur alors que Hamilton subit toute la poisse du monde et blabla arrête de donner des statistiques erronées en début de chronique du jamais vu depuis le 31 juin dernier. Je sais que la team oreiller viendra clamer qu'ils ont bien dormi, et si je suis d'accord pour dire qu'il était frustrant pendant ce Grand Prix d'Autriche 2021 de voir les pilotes pratiquement incapables de se dépasser, j'ai trouvé la seconde partie de course plutôt intense lorsque les stratégies ont commencé à se mettre en place, et ça se battait à tous les niveaux dans le peloton, sauf devant, mais on peut pas tout avoir. Sinon c'est cool. Premier grand chelem de la carrière de Maximus Verstappen-Icius, et que diantre, mais quelle victoire! Il n'a pas juste gagné avec 17 secondes d'avance, il a gagné en se permettant un second arrêt pour s'assurer de terminer la course avec le meilleur tour, 1 seconde et demie plus rapide que le second meilleur tour enregistré par Carlos Sainz. Voilà. Red Bull aime le Red Bull Ring aime Max et n'aime pas Checo le Pérez, qui eut un de ses pires week-ends depuis Imola peut-être. Déjà que la semaine dernière c'était pas brillant en Styrie, mais ce dimanche avait mal commencé avec ses tentatives de dépassement contre Norris qui a résulté en un passage dans le bac à sable et une course ruinée à partir de là. Les pneus, quand on passe dans le bac à sable, les pneus sont abîmés, ils perdent en température et déjà que tout le week-end il semblait pas capable de maximiser le rythme de sa machine de guerre, Pérez était dans une situation compliquée dès le départ et englué dans le peloton, donc encore plus compliqué. Alors je me vois de vainement essayer de comprendre cet incident pour commencer sur la question, est-ce que Lando Norris devait être pénalisé ? J'ai tendance à penser que c'est un fait de course, mais le code sportif de la FIA à ce sujet est assez clair. Les manœuvres susceptibles d'entraîner un véhicule au-delà du bord de la piste est strictement interdit. Et là, étant donné que Pérez et Norris étaient côte à côte et que Norris a pas laissé la place, il a été pénalisé. Cependant, tout autant que je puisse être proche du fanboyisme pérezien, j'ai envie de dire qu'il est pas débile et qu'il aurait dû se douter que dans ce virage en descente, forcer un concurrent à garder à l'intérieur en entrée et sortie de virage pour forcer un dépassement à l'extérieur, c'est risqué et qu'à aucun moment Norris n'avait à s'écraser pour lui. Dépasser, c'est difficile, faut prendre des risques et ça peut mal finir, surtout quand on passe par l'extérieur, c'est la course en gros. Après, juste pour l'effacer direct, je ne comparerai pas cet incident à celui de Hamilton et Albon l'an dernier, étant donné que dans ce cas-là, Albon était déjà devant Hamilton en sortie de virage, et que Hamilton l'avait percuté. Donc ça a beau être le même virage, les incidents n'ont rien à voir. Là, Pérez est sorti, entre guillemets, tout seul de la piste pour éviter la touchette. Il aurait pu rester en piste, il se serait accroché, mais il aurait pu rester en piste. Dans l'autre cas, l'autre, il a été envoyé hors de la piste. Et je vais en dire de même pour les pénalités que Pérez a subies dans ses défenses face à Leclerc. J'aurais préféré, de même que la FIA n'intervienne pas, mais je comprends les sanctions, surtout la première où justement la Pérez tape littéralement Leclerc pour le foutre dehors. Donc ça renvoie à cet incident Hamilton-Albon. La seconde pénalité au virage 6 me semble un peu plus complexe. Et elle me renvoie un petit peu à celle de Norris au départ, au restart, parce que Leclerc a consciencieusement décidé d'insister à l'extérieur, et je pense que dans tous les cas, même si Pérez avait un peu laissé la place, Leclerc était parti pour déjà mettre une roue dans le gravier, donc voilà. Donc pour conclure, si je peux toujours louer l'esprit combatif de Checo le Pérez, et le fait qu'il parvienne à faire le maximum malgré ses difficultés, et voilà, cette altercation en début de Grand Prix qui lui a coûté sa course, je vais déplorer que ce week-end c'était un Checo des mauvais jours,
Il avait la voiture pour clairement finir devant Norris s'il n'avait pas été si impatient au départ. Mais bon, il s'est un minimum remis de son erreur pour permettre à Red Bull de continuer à marquer des petits points face à Mercedes. Mais pour rester là-dessus et étendre cette affaire des pénalités pour tenter de satisfaire les mécontents de ces décisions, comme je le disais, je trouve l'exemple Hamilton-Albon pas vraiment pertinent, mais on peut aller jeter un Leclerc-Verstappen sur ce même circuit en 2019. Oulala, je viens de casser un truc avec ma main, j'ai très mal. Ou encore, le meilleur exemple en date pour moi, c'est Stroll-Ricardo l'an dernier, quand Stroll force Ricardo hors de la piste pour le dépasser au virage 3. Cette année, on a eu Gasly qui a foncé dans Norris au Ricard pour le dépasser hors de la piste. Et c'est là, si tu veux, que mon côté taquino-satirique me donne envie de poser une question. Si c'était une zone asphaltée au virage 4 et 6, est-ce que Norris puis Perez auraient été sanctionnés ? C'est la question. Est-ce que si en 2020, c'était du gravier au virage 3, est-ce que Stroll aurait été pénalisé alors que l'an dernier, il n'a rien eu ? J'ai presque envie de l'affirmer, le « all the time you have to leave a space » ne s'applique que en fonction de l'asphalte ou du gravier qui est en dehors de la piste. Les sanctions qu'imposent les commissaires n'ont aucune cohérence, mais à leur décharge, ils opèrent avec un règlement qui n'a pas vraiment de cohérence tant il est fait de contradictions. Et c'est hélas ce qu'il faut pour que celui-ci puisse s'adapter aux différents circuits, aux différentes circonstances. J'ai l'impression qu'il va falloir s'y résigner. Mais j'aimerais pas trop qu'on s'y résigne non plus. Ce que je viens de dire n'a aucun sens. Allez, retour sur la course. De son côté, Bottas a su prendre des risques et concrétiser en remontant de la 5e à la 2e place, profitant du hors-piste de Perez pour le dépasser, avant de dépasser intelligemment Lando Norris dans la voie des stands et asséner un coup fatal à Hamilton en piste. Bon, ça va, on peut rigoler. Bobo continue son élan de forme retrouvé sur ce même tracé la semaine dernière avec un second podium consécutif, alors que Hamilton termine 4e en ayant endommagé sa voiture et avec une perte estimée à environ 7 dixièmes au tour, ce qui est beaucoup sur un tour où on tourne à peu près en 1 minute 9. Il nous aura offert une belle lutte contre Norris en début de Grand Prix, mais à aucun moment Mercedes ne semble capable de répondre à Red Bull sur ce tracé. Espérons que de retour à Silverstone, ils puissent retrouver leur aise sur un circuit qui leur avait déjà posé quelques problèmes l'an dernier. Je continue d'être convaincu par Lando Norris passé à un rien de la pole position qui prend un 3e podium cette année, mais je pense qu'à l'instar de Sainz par le passé, je continuerai à avoir des petits doutes malgré tout tant que Dani Ricciardo n'aura pas décidé de trouver son aise dans la voiture, parce que justement je me demande où Carlos Sainz dans cette McLaren serait par rapport à Norris cette année. Quoi qu'il en soit, il apporte de bons gros points à Woking alors que Ricciardo continue son naufrage. À 1 seconde de Norris avec des composés plus performants en qualif, Danny Ric a malgré tout continué de prouver que son talent en course demeure, avec un bel esprit combatif et un rythme de plus en plus convaincant, bien que toujours insuffisant. Ferrari démontre qu'il vaut mieux rester bloqué en Q2 pour choisir ses gommes que passer en Q3 à tout prix, permettant à son écurie d'appliquer 2 stratégies différentes. Un premier relais en pneus durs pour Sainz est récompensé par une 5e place finale grâce aux pénalités de Perez, mais bon, c'est 6e sur le drapeau à damier, et aussi grâce à un second relais très court en pneus neufs, donc comblé de plein de beaux dépassements, dont un magistral sur Leclerc. Ouais, Carlos is faster than you, top dépassement et tout. Et pour ce cas de Leclerc, on a opté sur une stratégie qui s'est révélée être au final la même pour tout ce petit groupe dans le peloton. Leclerc a pu passer Perez en début de course, mais il a perdu la position à l'undercut. Ferrari s'est fait avoir par un bête undercut. Ses attaques à Leclerc étaient très agressives, mais inefficaces, et il doit se contenter d'une maigre 8e place finale. Mais quand on considère qu'il semblait pas mal en difficulté par rapport à Sainz tout au long du week-end, ça reste toujours quelques bons petits points. Malgré 2 voitures en Q3 chacune, tant pour AlphaTauri que Aston Martin, on a vite compris que les pneus médiums étaient les bons pneus, et ceux qui partaient en pneus soft, comme eux, ils ont dû faire une stratégie à 2 arrêts,
et c'était une très mauvaise stratégie ce dimanche. Dans le lot, seul Pierre Gasly s'en sort avec une belle 9e place, après avoir tenu longtemps le train composé de Ricardo Pérez et Leclerc. De son côté, Yuki Tsunoda aura manqué de la sagesse de course de son coéquipier pour concrétiser sa belle qualification et ramener des points. Après, faut-il avouer qu'il n'aura pas été aidé par 2 pénalités de 5 secondes pour avoir passé la ligne blanche en entrant au stand. Ouais, 2 fois, ouais. 2 pénalités, une fois... La première fois, pénalité, la deuxième fois, il rentre pour faire sa pénalité, s'arrêter, et il reprend une pénalité. Et après un très bon week-end, il y a une semaine ici même, Lance Stroll semblait complètement en perdition face à Vettel, 10e en Q3, battu par la Williams de Russell et passé par Vettel dans les premiers tours en course. Vettel qui partait derrière lui du coup avec sa pénalité. Donc un 0 pointé pour Aston Martin, 2 points pour Alpha Gasly. La lutte pour la 5e place continue. Pour la 3e fois consécutive, le week-end de Esteban Ocon mérite très peu d'attention de notre part, et beaucoup d'attention par contre de la sienne et de celle de son équipe pour comprendre cette subite perte de performance depuis quelques Grands Prix. Heureusement, dit-il presque, son calvaire a été achevé en début de course lorsqu'il a été percuté par Giovinazzi. En revanche, chez Nando Alonso, c'était du niveau d'un Nando Alonso. Tous les projecteurs ce week-end étaient braqués sur Norris, Sainz, Russell dans le peloton. Moi, j'ai personnellement envie de les braquer sur lui parce qu'il avait un rythme incroyable tout le week-end. Il aurait pu viser une belle place sur la grille s'il n'avait pas été gêné par Vettel. Et ce duel face à Russell démontre tout ce que j'ai toujours admiré chez Alonso. À chaque tour, il allait tenter une attaque différente. Il tentait des trucs tous les tours. Jusqu'à ce que ça passe, il tentait un truc. Et on a eu une belle lutte prodigieuse. Russell s'est très très bien défendu de son côté. Donc je pense qu'on a de belles archives à conserver de ce côté-là. Au final, c'est peut-être juste un point pour Alonso, mais c'est un beau point. Et malgré un départ pas brillant, George Russell ne pense pas avoir perdu tant que ça sur ses premiers tours grâce à une brillante entrée en Q3 en médium, ce qui lui a permis d'étendre son relais. Williams n'avait juste pas le rythme en course pour marquer des points, et cette 11e place semble frustrante sur le papier, mais bon, elle reste importante pour les équipes sans points comme AC Williams pour se distinguer au championnat. Et de son côté, Nicolas Latifi remplit ses fonctions de faire valoir de Russell, parce que tout le monde a oublié qu'il existait ce week-end. Voilà. Chez Alfa Romeo, il n'y a pas vraiment de miracle. Kimi Raikkonen a tenté de faire marcher une nouvelle fois une stratégie avec un premier relais en pneus durs, comme Sainz ce dimanche. Mais il n'a pas pu aller chercher les dépassements en fin de Grand Prix. Il a été bloqué par Russell et Alonso, qui se défendaient plutôt bien. Et il a fini son dernier tour plutôt en colère, au point de ne pas remarquer que Vettel était en train de le dépasser. Alors, pour avoir un petit peu échangé sur les internets, je sais que certains ont envie de parler d'un incident de course. Mais là, je vois le pilote le plus expérimenté de l'histoire qui tente une attaque au virage 4, qui sort logiquement un peu plus lentement de ce virage, et derrière, il doit savoir qu'il y a un quadruple champion du monde qui le poursuit, et il devrait se douter que ce dernier aurait une meilleure sortie de virage que lui. Donc Papy Konen était certes très concentré sur Russell devant lui, mais pour moi ça doit pas l'excuser, de manière générale, ça doit pas excuser qu'un pilote de course n'ait pas conscience de son environnement, et même là pour le coup je lui trouve encore moins d'excuses que pour son crash dans Giovinazzi au Portugal quand il regardait dans son volant. Et pour Giovinazzi malheureusement je l'ai pas vu. Ensuite, il a eu une pénalité. Ouais, il a eu une pénalité parce qu'au départ, Giovinazzi, il s'est rabattu sur Ocon au virage 3. Ocon, il pouvait rien faire. Il sortait du virage. Giovinazzi était à l'intérieur du virage. Il s'est rabattu sur l'extérieur. Voilà. Donc, ça a déclenché une safety car et Giovinazzi l'a doublé sous safety car. Donc, il a eu une pénalité. Non, il a rien eu pour avoir détruit la voiture de Ocon, mais il a été pénalisé pour avoir doublé sous safety car. Ils allaient pas le pénaliser 2 fois quand même. Ce serait con
de pénaliser 2 fois le même pilote. Bref, après avoir réussi son meilleur week-end en Styrie, Mazepin était complètement perdu à cause d'une approche des réglages complètement réinitialisée ce week-end et une voiture qui comprenait pas du tout, et il a chuté à plus de 50 secondes de Schumacher en course avant d'y ajouter 30 autres secondes de pénalité pour pas avoir ralenti sous le drapeau jaune dans le dernier tour. Comme Latifi, il s'est pris 30 secondes de pénalité. Ce qui est assez marrant parce que Raikkonen, il était devant Latifi, il se crache avec Vettel, Latifi il passe, Raikkonen a 20 secondes de pénalité, Latifi a 30 secondes de pénalité et Latifi finit derrière Raikkonen. C'est ça, si tu veux, à ce stade, c'est de la magie pour moi. Et pour finir avec Schumacher, pas grand-chose à dire personnellement. Il reste dans un no man's land et dur de trouver quoi que ce soit à ajouter. On peut toujours le féliciter d'avoir fait un nouveau week-end bien propre et d'avoir été sur un rythme complètement supérieur à son équipier. Bref, je cesse ici mon incessante blablaterie car j'estime avoir suffisamment de matière pour placer plein de pubs dans parce que j'ai assez de durée, ça fait une durée constante dans les t'as compris. Du coup, merci de ton attention. J'espère avoir rempli ton insatiable soif de Formule 1. Et plusieurs facteurs me portent à croire qu'on se reverra prochainement. Et cette fois, je parle vraiment de mecs qui livrent des trucs dans ta boîte aux lettres, puisque, grâce à toi... Non, pas toi, l'autre. J'ai pu renouveler ma machine de travail, là, le truc qui sert à faire du travail. Voilà, elle devrait arriver ce vendredi 2 juillet dernier. Ouais, non, ils sont un peu à la bourre, mais ça veut juste dire que je pourrais reprendre la production de tes émissions préférées dans quelques temps. Ah, c'est pas ça ton émission préférée ? Non, mais c'est juste une façon de parler, je le savais que... Voilà. Bref, merci pour ton écoute, pour tes messages, et pour ceux qui font des offrandes, un grand merci à vous. Merci Österreichring, à vous les studios. Bisous.